La nuit tombait sur Lyon, enveloppant la ville dans un manteau de mystère. Les ruelles étroites du vieux Lyon, habituellement animées par les touristes et les locaux, étaient désormais silencieuses, à l'exception du murmure du vent qui s'engouffrait entre les bâtiments médiévaux. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire. Amélie Dubois, une jeune journaliste locale au regard vif et à la curiosité insatiable, marchait d'un pas rapide, son carnet de notes serré contre sa poitrine. Ses cheveux bruns, coupés au carré, dansaient autour de son visage alors qu'elle scrutait les ombres, à l'affût du moindre indice. Elle avait entendu des rumeurs, des histoires que les anciens du quartier se chuchotaient à voix basse dans les bistrots. Une légende urbaine qui prenait de l'ampleur, celle de l'homme de fer. Le claquement de ses talons sur les pavés résonnait dans le silence, créant un rythme hypnotique qui semblait s'accorder avec les battements de son cœur. L'odeur du pain frais s'échappant d'une boulangerie tardive se mêlait à celle, plus âcre, de la pierre humide, créant un parfum uniquement lyonnais qui emplissait ses narines. Alors qu'elle tournait au coin de la rue Saint-Jean, elle aperçut une silhouette massive se détacher dans l'obscurité. Son cœur fit un bond. Était-ce possible? La statue de fer, censée être immobile sur son socle devant la cathédrale, semblait bouger. Amélie cligna des yeux, incrédule. Quand elle les rouvrit, la silhouette avait disparu. Seule restait une ombre étrange projetée sur le mur d'en face, comme si la statue s'était momentanément animée avant de reprendre sa place. « Je dois en avoir le cœur net », murmura-t-elle pour elle-même, sortant son appareil photo de son sac. Le déclic de l'obturateur brisa le silence, semblant résonner dans toute la rue. C'est alors qu'une voix grave retentit derrière elle, « Mademoiselle, je vous conseille de ne pas vous mêler de cette histoire. » Amélie se retourna brusquement, faisant face à un homme âgé au regard perçant. Il se présenta comme le gardien de nuit de la cathédrale, Monsieur Lefebvre. Ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient porter le poids de secrets séculaires. « Pourquoi? Que savez-vous sur cette statue ?» demanda Amélie, intriguée. Sa voix trahissait un mélange d'excitation et d'appréhension. Le vieil homme soupira, jetant un regard nerveux autour de lui. Les rides profondes sur son visage semblaient s'accentuer à la lueur des réverbères. « Certains secrets doivent rester enfouis, mademoiselle. Pour le bien de tous. » Un silence pesant s'installa entre eux, rompu uniquement par le ululement lointain d'un hibou. Amélie sentait que Lefebvre en savait bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle décida de pousser un peu plus loin. « Monsieur Lefebvre, » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, « je suis journaliste. Mon devoir est de chercher la vérité, de la partager avec le public. Si quelque chose d'étrange se passe dans notre ville, les gens ont le droit de savoir. » Le gardien la regarda longuement, semblant peser le pour et le contre. Finalement, il soupira de nouveau. « Vous êtes jeune, mademoiselle Dubois. Vous ne comprenez pas les forces en jeu ici. Cette statue, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elle porte en elle une histoire, un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. » Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'apprêtait à poser une autre question lorsqu'un bruit métallique retentit au loin, comme le grincement d'une articulation rouillée. Lefebvre pâlit visiblement. « Partez maintenant, » dit-il d'une voix urgente. « Oubliez ce que vous avez vu ce soir. Pour votre propre sécurité. » Sur ces mots énigmatiques, il disparut dans l'ombre d'une ruelle adjacente, laissant Amélie seule avec ses questions et une détermination grandissante de percer ce mystère. Le vent se leva, faisant frissonner la jeune femme. Elle jeta un dernier regard vers l'emplacement de la statue, maintenant vide. Que se passait-il vraiment dans les rues de Lyon la nuit? Et pourquoi tout le monde semblait-il si effrayé par cette légende? Amélie serra son carnet plus fort. Elle était bien décidée à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Alors qu'elle reprenait sa route, ses pensées tourbillonnaient. Elle savait qu'elle venait de mettre le doigt sur quelque chose d'important, peut-être même de dangereux. Mais c'était précisément ce genre d'histoire qui pouvait lancer sa carrière. Le reste de la nuit passa comme dans un brouillard. Amélie arpenta les rues, notant le moindre détail inhabituel, interrogeant les rares noctambules qu'elle croisait. Mais personne ne semblait vouloir parler ouvertement de l'homme de fer. Il y avait toujours des regards fuyants, des phrases à demi-mot, comme si une conspiration du silence enveloppait toute la ville. À l'aube, épuisée mais plus déterminée que jamais, Amélie rentra chez elle. Son petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse l'accueillit, familier et réconfortant. Mais même ici, elle ne pouvait échapper à la sensation que quelque chose avait changé. Comme si, en l'espace d'une nuit, elle avait franchi un seuil invisible,
entrant dans un monde où la réalité et le mythe se confondaient. Assise à sa petite table de travail, elle commença à mettre de l'ordre dans ses notes. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, éclairant les photos qu'elle avait prises. Sur l'une d'elles, à peine visible dans l'ombre, on distinguait une forme métallique. Était-ce un simple jeu de lumière ou la preuve qu'elle recherchait? Amélie savait une chose, cette nuit n'était que le début. Elle allait plonger au cœur de ce mystère, quelles qu'en soient les conséquences. L'homme de fer de Lyon gardait ses secrets depuis trop longtemps. Il était temps que la vérité éclate au grand jour. Le lendemain matin, Amélie se rendit à la rédaction du Lyon éclairé, le journal local pour lequel elle travaillait. L'effervescence habituelle régnait dans la salle de rédaction, le cliquetis des claviers se mêlant aux conversations animées des journalistes. Malgré la fatigue de sa nuit blanche, Amélie sentait l'excitation monter en elle. Elle avait hâte de partager ses découvertes avec son rédacteur en chef, Pierre Marchand. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Pierre, elle remarqua des regards curieux se poser sur elle. Avait-elle l'air si différente? Ou était-ce simplement son imagination qui lui jouait des tours après les événements étranges de la nuit? Amélie. Dans mon bureau, maintenant. La voix de Pierre Marchand la tira de ses pensées. Elle prit une profonde inspiration et entra dans le bureau, prête à défendre son histoire. Pierre, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années de journalisme d'investigation, la fixa d'un air grave. J'ai entendu dire que tu enquêtais sur la légende de l'homme de fer. Je te conseille vivement d'abandonner cette piste. Amélie, surprise par le ton de son supérieur, répliqua, mais pourquoi? C'est une histoire fascinante qui pourrait intéresser nos lecteurs. J'ai des preuves, Pierre. Des témoignages, des photos. Pierre se leva, l'air soudain plus âgé qu'il ne l'était. Il s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qui s'étalait en contrebas. Écoute, Amélie. Il y a des forces en jeu ici que tu ne peux pas comprendre. Cette histoire, elle a déjà coûté la vie à des gens. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Elle n'avait pas imaginé que l'affaire puisse être si sérieuse. Mais plutôt que de la décourager, cette révélation ne fit qu'attiser sa curiosité. Raison de plus pour enquêter, non? Les gens ont le droit de savoir. Si des vies sont en danger, nous avons le devoir de révéler la vérité. Pierre se tourna vers elle, un conflit visible dans ses yeux. Il semblait peser le pour et le contre, comme s'il luttait contre lui-même. Finalement, il soupira profondément et sortit une vieille clé de son tiroir. Si tu insistes, va aux archives municipales. Demande à voir les documents de 1872. Cette clé te donnera accès à une section spéciale. Mais sois prudente, Amélie. Très prudente. Intriguée et légèrement effrayée, Amélie prit la clé. Elle était lourde, en fer forgé, avec des motifs complexes gravés sur son manche. Merci, Pierre. Je promets d'être discrète. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Pierre l'arrêta. Amélie, une dernière chose. Quoi que tu découvres, ne fais confiance à personne. Pas même à moi. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Amélie alors qu'elle quittait le bureau. Le monde semblait soudain plus sombre, plus menaçant. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Quelques heures plus tard, Amélie se trouvait dans les sous-sols poussiéreux des archives municipales. L'odeur de vieux papiers et de moisissures emplissait l'air, créant une atmosphère presque tangible de secrets enfouis. La clé en main, elle ouvrit une porte dissimulée derrière une étagère. À l'intérieur, elle découvrit un petit bureau sur lequel reposait un vieux journal intime. Avec précaution, elle commença à le feuilleter. Les pages jaunies craquaient sous ses doigts, comme si elles protestaient contre cette intrusion dans leurs secrets longtemps gardés. L'écriture était élégante mais difficile à déchiffrer, l'encre ayant pâli avec le temps. Soudain, une photo en noir et blanc s'échappa du journal. Elle montrait un groupe d'hommes en costume d'époque, posant devant une statue de fer. Au dos, une inscription, Les gardiens du secret, 1872. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important, elle le savait. Mais à quel prix? Alors qu'elle était plongée dans sa lecture, une main se posa sur son épaule. Amélie sursauta, laissant échapper un cri. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, dit une voix douce. C'était une femme âgée, aux yeux brillants d'intelligence. Je m'appelle Élise Beaumont. J'attendais que quelqu'un comme vous vienne ici depuis longtemps. Comme moi, demanda Amélie, intriguée. Élise sourit mystérieusement.
Quelqu'un d'assez courageux pour chercher la vérité. Mon grand-père était l'un des hommes sur cette photo. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un révèle enfin ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, en 1872. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important, elle le savait. Mais à quel prix? Racontez-moi tout, dit-elle à Élise, sortant son carnet de notes. Élise s'assit en face d'Amélie, ses yeux brillant d'une lueur de nostalgie et d'appréhension. Tout a commencé en 1872, commença-t-elle. Lyon était en pleine révolution industrielle. Mon arrière-grand-père, Auguste Beaumont, était un brillant ingénieur. Il avait été chargé de créer une statue monumentale pour célébrer le progrès technologique de la ville. Amélie écoutait attentivement, prenant des notes frénétiques. L'histoire qu'Élise racontait était fascinante, mêlant science, magie et mystère. Mais Auguste était plus qu'un simple ingénieur, poursuivit Élise. Il était fasciné par le culte, par l'idée de fusionner la science et la magie. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec cette statue. La vieille dame sortit de sa poche un petit médaillon en fer. Ceci est un fragment de la statue originale. Auguste y a incorporé un alliage spécial, mêlant du fer à des métaux rares et à quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il a trouvé lors de fouilles sous la colline de Fourvière. Amélie examina le médaillon, sentant une étrange vibration sous ses doigts. Que était-ce? Élise secoua la tête. Personne ne le sait vraiment. Mais cela a donné vie à la statue. Au début, c'était merveilleux. La statue bougeait, interagissait avec les gens. Elle est rapidement devenue le symbole de Lyon, attirant des visiteurs du monde entier. Mais alors, que s'est-il passé? Demanda Amélie, sentant que l'histoire prenait un tournant sombre. Le visage d'Élise s'assombrit. La statue a commencé à développer sa propre volonté. Elle disparaissait la nuit, et des événements étranges se produisaient dans la ville. Des gens disparaissaient, des bâtiments s'effondraient mystérieusement. La panique s'est installée. À ce moment-là, un bruit sourd retentit dans les archives. Amélie et Élise sursautèrent. Nous ne sommes pas seuls, murmura Élise. Les gardiens du secret sont toujours actifs, Amélie. Ils protègent la vérité sur la statue depuis des générations. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que devons-nous faire? Élise se leva rapidement, rassemblant quelques documents. Nous devons partir. Mais avant, il faut que tu saches, la statue n'a jamais été vraiment détruite. Elle a été démontée et ses parties cachées dans différents endroits de Lyon. Si quelqu'un devait les rassembler. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte des archives s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette menaçante. Vite, par ici, cria Élise, tirant Amélie vers une sortie de secours dissimulée derrière une étagère. Alors qu'elle s'échappait dans les rues de Lyon, Amélie réalisa que son simple article était devenu une quête dangereuse pour la vérité. Et quelque part dans la ville, l'ombre de l'homme de fer attendait, prête à reprendre vie. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville dans un voile de mystère. Amélie et Élise, le cœur battant, se faufilaient dans les ruelles étroites du vieux Lyon, cherchant un refuge temporaire. Le bruit de leurs pas résonnait sur les pavés, se mêlant au murmure lointain du Rhône. Où allons-nous? Chuchota Amélie, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. Élise, malgré son âge avancé, se mouvait avec une agilité surprenante. J'ai un ami qui pourra nous aider. Un ancien membre des gardiens qui a quitté l'ordre. Il vit non loin d'ici. Elles tournèrent dans une ruelle si étroite qu'Amélie pouvait toucher les murs des deux côtés en étendant les bras. L'odeur de pierre humide et de mousse envahit ses narines, évoquant des siècles d'histoire cachée dans ces murs. Soudain, Élise s'arrêta devant une porte en bois usé. Elle frappa 3 fois, puis 2 fois rapidement. Après un moment qui sembla durer une éternité, la porte s'ouvrit, révélant un visage familier. « Monsieur Lefebvre » s'exclama Amélie, reconnaissant le gardien de nuit de la cathédrale. Le vieil homme les fit entrer rapidement, jetant un dernier coup d'œil méfiant dans la rue avant de refermer la porte. L'intérieur de la maison était un mélange fascinant d'antiquités et de livres anciens. Des bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et inquiétante. « Je savais que vous continueriez à chercher, mademoiselle Dubois, dit Lefebvre, un mélange de résignation et d'admiration dans la voix. J'espérais me tromper, mais je vois que le destin en a décidé autrement. » Amélie, encore essoufflée par leur fuite, demanda, « Vous saviez pour la statue? » Pour les gardiens du secret. Lefebvre acquiesça gravement. « J'étais l'un d'eux.
Ou plutôt, j'étais. J'ai quitté l'ordre il y a des années, ne supportant plus le poids du secret. Il les invita à s'asseoir autour d'une table en bois massif. Élise sortit les documents qu'elle avait emportés des archives, les étalant devant eux. Nous devons agir vite, dit-elle. Les gardiens ne vont pas tarder à comprendre ce que nous savons. Lefebvre examina les documents, son front se plissant de concentration. Ces textes, ils parlent d'une prophétie. Une prophétie liée à l'homme de fer. Amélie se pencha en avant, intriguée. Quelle prophétie? Le vieil homme prit une profonde inspiration avant de réciter. Quand les ombres s'allongent et que la nuit s'éveille. L'homme de fer brisera ses chaînes. Gardien ou destructeur, son choix sera fait. Dans la balance, le destin de la cité. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Amélie sentait le poids de ces mots, comprenant soudain l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Que signifie tout cela, demanda-t-elle finalement. Élise et Lefebvre échangèrent un regard lourd de sens. Ce fut Élise qui répondit. Cela signifie que l'homme de fer n'est pas qu'une simple statue magique. C'est un gardien, un protecteur contre des forces que nous ne pouvons imaginer. Mais s'il tombait entre de mauvaises mains, il pourrait devenir une arme terrible, acheva Lefebvre. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle repensa à la silhouette qu'elle avait aperçue cette nuit-là, près de la cathédrale. Était-ce vraiment la statue qui s'animait? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Nous devons retrouver toutes les parties de la statue avant qu'il ne soit trop tard, déclara-t-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. Lefebvre hocha la tête. C'est dangereux, mais vous avez raison. Les pièces ont été dispersées dans toute la ville. Chacune est gardée par un membre différent de l'ordre. Il se leva et se dirigea vers une vieille armoire. Il en sortit une carte de Lyon, jaunie par le temps. Des marques rouges étaient disséminées sur toute la surface. Voici les emplacements probables, dit-il en étalant la carte sur la table. Mais méfiez-vous. Les gardiens ne sont pas les seuls à chercher ces pièces. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle était sur le point de se lancer dans une chasse au trésor dangereuse à travers les rues de Lyon. Une partie d'elle-même était terrifiée, mais une autre, plus forte, était excitée par le défi. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle. Élise pointa du doigt un point sur la carte. Ici, la colline de Fourvière. C'est là que tout a commencé. C'est là que nous trouverons la première pièce. Alors qu'il se préparait à partir, un bruit de verre brisé retentit à l'étage. Lefebvre pâlit. Ils nous ont trouvés, murmura-t-il. Vite, par le passage secret. Il activa un mécanisme caché dans la cheminée, révélant un étroit tunnel. Amélie et Élise s'y engouffrèrent, suivis de près par Lefebvre qui referma le passage derrière eux. Dans l'obscurité du tunnel, éclairés uniquement par la faible lueur d'une lampe torche, ils avançaient vers l'inconnu. Amélie réalisa que sa vie avait irrémédiablement changé. Elle n'était plus seulement une journaliste en quête d'un scoop. Elle était devenue une gardienne de secrets anciens, une protectrice de Lyon contre des forces qu'elle commençait à peine à comprendre. Alors qu'ils émergeaient dans une ruelle sombre près de la basilique de Fourvière, Amélie jeta un regard sur la ville qui s'étendait en contrebas. Lyon, avec ses lumières scintillantes et ses secrets enfouis, n'avait jamais semblé si belle et si dangereuse. La quête de l'homme de fer ne faisait que commencer, et avec elle, une aventure qui allait changer le destin de la ville tout entière. L'aube pointait à peine lorsqu'Amélie, Élise et Lefebvre atteignirent les hauteurs de la colline de Fourvière. La basilique, majestueuse, se dressait devant eux, ses tours jumelles s'élançant vers le ciel comme pour toucher les dernières étoiles. Le silence était presque palpable, brisé uniquement par le chant lointain des oiseaux qui s'éveillaient. Amélie sentit un frisson la parcourir, et pas seulement à cause de l'air frais du matin. Elle était sur le point de plonger plus profondément dans un mystère vieux de plus d'un siècle, un secret qui avait façonné l'histoire cachée de Lyon. Par ici, chuchota Élise, les guidant vers un côté peu fréquenté de la basilique. Il y a une entrée secrète que seuls les initiés connaissent. Lefebvre sortit de sa poche une clé ancienne, similaire à celle que Pierre Marchand avait donnée à Amélie. Avec des gestes précis, il l'inséra dans une fente presque invisible dans la pierre et tourna. Un clic discret se fit entendre, et une portion du mur pivota, révélant un passage étroit. « Soyez sur vos gardes » avertit Lefebvre alors qu'il s'engouffrait dans l'obscurité. Les anciens gardiens ont placé des pièges pour protéger leurs secrets. Amélie sortit son téléphone pour éclairer leur chemin, mais Élise l'arrêta d'un geste. « Pas de lumière moderne ici. »
ça pourrait déclencher les mécanismes de défense. Elle leur tendit à chacun une bougie qu'elle alluma avec un briquet en argent ornementé. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs du tunnel, créant une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Amélie remarqua des symboles gravés dans la pierre, des motifs complexes qui semblaient presque vivants dans la lumière tremblotante. Ce sont des runes de protection, expliqua Élise, suivant le regard d'Amélie. Elles gardent les secrets de l'homme de fer depuis des générations. Ils avancèrent en silence, leurs pas résonnant faiblement sur le sol de pierre. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé de l'odeur de la terre et du temps. Amélie avait l'impression de descendre non seulement sous la colline, mais aussi à travers les siècles. Soudain, le tunnel déboucha sur une vaste salle circulaire. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait ce qui semblait être un bras en métal finement ouvragé. C'est une partie de la statue, souffla Amélie, émerveillée. Lefebvre hocha gravement la tête. Le bras droit de l'homme de fer. Celui qui, selon la légende, protège la ville. Alors qu'il s'approchait du piédestal, Amélie remarqua que le sol autour était couvert de symboles étranges, similaires à ceux qu'elle avait vus dans le tunnel, mais plus complexes, plus menaçants. Attention, avertit Élise. Ces runes sont un dernier rempart de protection. Seul quelqu'un portant la marque des gardiens peut les franchir sans danger. Amélie regarda tour à tour Élise et Lefebvre. L'un de vous deux doit y aller alors. Mais Élise secoua la tête. Notre temps est passé, Amélie. C'est à la nouvelle génération de prendre la relève. Le médaillon que je t'ai donné, il te permettra de passer. Avec hésitation, Amélie sortit le médaillon de sa poche. Il semblait vibrer légèrement, comme s'il réagissait à la proximité du bras de la statue. Prenant une profonde inspiration, elle fit un pas en avant. Les symboles au sol s'illuminèrent d'une lueur bleuâtre, mais Amélie passa sans encombre. Arrivée devant le piédestal, elle tendit la main vers le bras métallique. Au moment où ses doigts effleurèrent le métal froid, une vague d'images et de sensations l'envahit. Elle vit Lyon à différentes époques, sa fondation par les Romains, les guerres et les épidémies qui l'avaient ravagée, sa renaissance pendant la Renaissance, et enfin, la révolution industrielle qui avait donné naissance à l'homme de fer. Amélie eut le souffle coupé par l'intensité de ses visions. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement un morceau de métal qu'elle tenait, mais un fragment de l'histoire même de Lyon, imprégné des espoirs et des peurs de générations de Lyonnais. Amélie. La voix d'Élise la ramena à la réalité. Il faut partir, vite. La jeune journaliste cligna des yeux, désorientée. Elle réalisa que des bruits de pas et des voix se faisaient entendre dans le tunnel. Les gardiens, murmura Lefebvre, le visage tendu. Ils nous ont retrouvés. Sans hésiter, Amélie saisit fermement le bras métallique et rejoignit ses compagnons. À peine avait-elle franchi le cercle de runes que celles-ci s'illuminèrent d'une lueur rouge menaçante. Vite, par ici. Élise les guida vers une autre sortie, dissimulée derrière une tapisserie ancienne. Ils s'engouffrèrent dans un nouveau passage, plus étroit et plus escarpé que le précédent. Le bruit de leurs poursuivants se rapprochait, mêlé à présent au grondement sourd de la terre qui tremblait. Que se passe-t-il, halta Amélie, serrant toujours le bras de l'homme de fer contre elle. Le système de défense s'est activé, expliqua Lefebvre entre deux respirations laborieuses. Toute la colline va bientôt s'effondrer sur elle-même pour protéger les secrets qu'elle renferme. Ils coururent comme ils n'avaient jamais couru, gravissant des marches taillées à même la roche, se faufilant dans des passages si étroits qu'ils devaient parfois ramper. Derrière eux, le bruit de l'effondrement se faisait de plus en plus fort. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils émergèrent à l'air libre, dans un petit jardin caché derrière la basilique. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant la ville en contrebas. Haletant, ils se retournèrent pour voir l'entrée du passage se refermer derrière eux, ne laissant aucune trace de son existence. Nous avons réussi, souffla Amélie, n'osant y croire. Élise posa une main sur son épaule. Ce n'est que le début, ma chère. Maintenant que nous avons la première pièce, les choses vont devenir encore plus dangereuses. Lefebvre acquiesça gravement. Les gardiens vont redoubler d'efforts pour nous arrêter. Et ils ne sont pas les seuls à convoiter le pouvoir de l'homme de fer. Amélie regarda le bras métallique qu'elle tenait toujours. À la lumière du jour, elle pouvait voir les détails complexes de sa fabrication, les symboles gravés dans le métal qui semblaient presque vivants. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Élise sortit la vieille carte de Lyon de sa poche. « Nous devons trouver les autres pièces. »
Selon les indices laissés par mon grand-père, la prochaine se trouverait quelque part dans le Vieux-Lyon. Lefebvre fronça les sourcils. Le quartier est vaste et rempli de passages secrets. Ça ne va pas être facile. Amélie sentit une détermination nouvelle l'envahir. Nous y arriverons. Nous devons y arriver. Pour Lyon. Alors qu'il quittait discrètement le jardin pour se fondre dans les rues animées de la ville, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la basilique. Quelque part là-bas, les gardiens du secret émergeaient probablement des décombres, furieux et plus déterminés que jamais à les arrêter. La chasse à l'homme de fer était lancée, et avec elle, une course contre la montre pour sauver Lyon d'un danger dont la ville ignorait même l'existence. Amélie savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait, pour la vérité et pour sa ville bien-aimée. Alors qu'il descendait la colline de Fourvière, se mêlant aux touristes et aux locaux, Amélie ne put s'empêcher de voir la ville d'un œil nouveau. Chaque ruelle, chaque bâtiment pouvait cacher un indice, un secret lié à l'homme de fer. Lyon n'était plus seulement sa ville natale, c'était devenu un vaste terrain de jeu pour une chasse au trésor mortel. Nous devons trouver un endroit sûr pour examiner le bras et planifier notre prochaine étape, dit Élise, scrutant les alentours avec méfiance. Lefebvre acquiesça. J'ai un vieil ami qui tient une librairie dans le quartier Saint-Jean. Il a toujours été fasciné par les légendes de Lyon. Il pourrait nous aider et nous offrir un refuge temporaire. Ils se dirigèrent vers le Vieux-Lyon, Amélie cachant soigneusement le bras métallique dans son sac. Les rues étroites et les traboules du quartier offraient de nombreuses possibilités de fuite si nécessaire, mais aussi de nombreux recoins sombres où leurs ennemis pouvaient se cacher. Arrivé devant une petite librairie à la devanture défraîchie, Lefebvre frappa selon un code précis. La porte s'ouvrit, révélant un homme âgé aux yeux pétillants d'intelligence. « Maurice, dit Lefebvre, nous avons besoin de ton aide. » Le libraire les fit entrer rapidement, verrouillant la porte derrière eux. L'intérieur de la boutique était un labyrinthe de livres anciens et de curiosités, l'odeur du vieux papier et du cuir emplissant l'air. « Alors, dit Maurice, les regardant tour à tour, vous l'avez vraiment fait. Vous avez trouvé une partie de l'homme de fer. » Amélie, surprise, regarda Lefebvre qui haussa les épaules. Maurice en sait plus qu'il n'y paraît sur les secrets de Lyon. Ils s'installèrent dans l'arrière-boutique, Amélie sortant précautionneusement le bras métallique de son sac. À la lumière tamisée de la pièce, les gravures semblaient presque danser sur la surface du métal. Maurice l'examina avec révérence. C'est extraordinaire. Les légendes ne lui rendent pas justice. Élise sortit ses notes et la carte. Nous pensons que la prochaine pièce est quelque part dans le Vieux-Lyon, mais nous n'avons que des indices vagues. Maurice réfléchit un moment, puis se dirigea vers une étagère poussiéreuse. Il en sortit un vieux livre relié de cuir. Ceci pourrait vous aider. C'est un recueil de contes et légendes lyonnaises. Il y a une histoire en particulier qui parle d'un cœur de métal battant sous les pieds des vivants. Amélie se pencha avec intérêt sur le livre. Vous pensez que ça pourrait être une référence à une autre partie de la statue? Maurice hocha la tête. C'est possible. Le conte mentionne spécifiquement les arches qui pleurent, ce qui pourrait faire référence aux arches de la cathédrale Saint-Jean. Lefebvre fronça les sourcils. Les cryptes de la cathédrale. Elles sont vastes et anciennes. Ce serait un endroit idéal pour cacher quelque chose d'aussi important. Alors qu'ils discutaient de la meilleure façon d'accéder aux cryptes, un bruit sourd retentit à l'étage au-dessus d'eux. Tous se figèrent. Nous ne sommes pas seuls, murmura Élise. Maurice les guida rapidement vers une trappe dissimulée sous un tapis. Ceci mène au souterrain. Vous pourrez rejoindre la cathédrale par là. Allez-y, je vais les retenir. Amélie hésita. Mais... Pas le temps de discuter, insista Lefebvre, la poussant vers la trappe. Alors qu'ils descendaient dans l'obscurité des souterrains, Amélie entendit la voix de Maurice au-dessus d'eux. « Ah, messieurs, que puis-je faire pour vous? Vous cherchez un livre en particulier ?» La trappe se referma, les plongeant dans le noir total. Amélie sentit son cœur battre la chamade. Chaque pas les rapprochait du prochain morceau du puzzle, mais aussi du danger qui les guettait. Dans l'obscurité des souterrains de Lyon, guidés uniquement par la faible lueur de leur lampe de poche, Amélie, Élise et Lefebvre avançaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit de l'eau qui goûtait et l'écho lointain de la ville au-dessus d'eux créaient une ambiance surréaliste, comme s'ils voyageaient entre deux mondes. Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Il y a quelques jours à peine, elle n'était qu'une jeune journaliste ambitieuse à la recherche d'un bon article. Maintenant,
elle se retrouvait au cœur d'un mystère centenaire, poursuivie par des forces obscures, avec le sort de Lion peut-être entre ses mains. Nous approchons, murmura Lefebvre, brisant le silence. Je reconnais ces marques sur les murs. Nous sommes presque sous la cathédrale. Élise s'arrêta soudainement, tendant l'oreille. Vous entendez ça? Un son étrange, comme un battement régulier, résonnait faiblement dans le tunnel. Il semblait provenir de devant eux, s'intensifiant à mesure qu'ils avançaient. Le cœur de métal, souffla Amélie, se rappelant le conte mentionné par Maurice. Ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine, soutenue par d'imposantes colonnes de pierre. Au centre, sur un autel ancien, reposait un objet qui pulsait d'une lueur rougeâtre, le cœur métallique de l'homme de fer. Amélie s'approcha, fascinée. Le cœur battait réellement, comme s'il était vivant, projetant des ombres dansantes sur les murs de la crypte. C'est magnifique, murmura-t-elle, tendant la main vers l'objet. Attention, cria Élise, mais trop tard. Au moment où Amélie toucha le cœur, une décharge d'énergie la traversa. Des images défilèrent dans son esprit, Lion en flammes, des créatures cauchemardesques rôdant dans les rues, l'homme de fer se dressant au-dessus de la ville, tantôt protecteur, tantôt destructeur. Elle recula en chancelant, le souffle coupé. Qu'est-ce que c'était que ça? Lefebvre la soutint. Le cœur de l'homme de fer contient non seulement sa force, mais aussi ses souvenirs et ses visions. Ce que vous avez vu pourrait être le passé, ou l'avenir. Soudain, des bruits de pas et des voix se firent entendre, se rapprochant rapidement. Les gardiens, dit Élise, alarmée. Ils nous ont rattrapés. Amélie, encore étourdie par sa vision, saisit fermement le cœur métallique. Nous devons partir, maintenant. Mais avant qu'ils ne puissent faire un pas, plusieurs silhouettes émergèrent des tunnels, les encerclant. À leur tête se trouvait une figure familière, Pierre Marchand, le rédacteur en chef d'Amélie. Pierre, s'exclama Amélie, incrédule. Vous êtes avec eux? Le visage de Marchand était grave. Amélie, tu ne comprends pas dans quoi tu t'es embarqué. L'homme de fer doit rester un secret. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous, répéta Amélie, sentant la colère monter en elle. J'ai vu ce qui pourrait arriver si nous ne faisons rien. La ville est en danger. Marchand fit un pas en avant, tendant la main. Donne-nous le cœur, Amélie. C'est terminé. Mais Amélie recula, serrant le cœur contre elle. Elle pouvait sentir ses battements s'accélérer, comme s'il réagissait à la tension ambiante. Non, dit-elle fermement. Les gens ont le droit de savoir. Lion a le droit d'être protégé. À ce moment-là, le cœur dans ses mains s'illumina intensément, projetant un faisceau de lumière vers le plafond de la crypte. Le sol commença à trembler, des morceaux de pierre tombant autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Cria l'un des gardiens, paniqué. Élise, un sourire aux lèvres malgré la situation, répondit, l'homme de fer a choisi son nouveau gardien. Et ce n'est pas vous. Profitant de la confusion, Amélie, Élise et Lefebvre se frayèrent un chemin à travers les gardiens désorientés. Ils s'engouffrèrent dans un tunnel latéral, le bruit de l'effondrement et les cris de leurs poursuivants s'estompant derrière eux. Alors qu'ils émergeaient dans une ruelle sombre du Vieux Lion, Amélie réalisa que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle avait maintenant 2 parties de l'homme de fer en sa possession, et avec elle, la responsabilité de découvrir la vérité et de protéger sa ville. Le cœur métallique battait doucement contre sa poitrine, comme pour la rassurer. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. L'aventure ne faisait que commencer, et l'avenir de Lion reposait sur ses épaules. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant la ville dans une lueur orangée qui faisait scintiller les eaux du Rhône et de la Saône. Amélie, Élise et Lefebvre, encore essoufflés par leur fuite des cryptes de la cathédrale, s'étaient réfugiés dans un petit café du quartier de la Croix-Rousse. L'endroit était calme, parfait pour faire le point sur leur situation et planifier leurs prochains mouvements. Amélie regardait par la fenêtre, observant les passants qui vaquaient à leurs occupations, ignorant tout du drame qui se jouait dans l'ombre de leur ville. Elle sentait le poids du bras et du cœur de l'homme de fer dans son sac, comme une présence vivante qui pulsait doucement. Nous devons agir vite, chuchota Élise, ses yeux scrutant nerveusement les alentours. Les gardiens du secret ne vont pas tarder à comprendre ce que nous savons et où nous sommes allés. Lefebvre acquiesça gravement. Et maintenant que nous avons 2 parties de la statue, ils seront encore plus déterminés à nous arrêter. Amélie se tourna vers eux, une lueur de détermination dans les yeux. Alors, quelle est la prochaine étape? Où pourrions-nous trouver les autres parties?
Élise sortit de son sac un vieux carnet usé. C'était le journal de mon grand-père. Il contient des indices, des énigmes sur l'emplacement des différentes parties de l'homme de fer. Je n'ai jamais réussi à tout déchiffrer, mais peut-être qu'à nous trois. Ils passèrent l'heure suivante à éplucher le journal, décryptant des notes cryptiques et des croquis énigmatiques. Le café se vidait peu à peu, les laissant presque seuls dans la douce pénombre du soir. Soudain, Amélie eut un éclair de compréhension. « Regardez » s'exclama-t-elle, pointant du doigt un dessin. « Ce symbole, je l'ai déjà vu. C'est une ancienne marque de guilde des canuts, les tisserands de Lyon. Et ici, ces chiffres, ce sont des coordonnées. » Élise sourit, impressionnée. « Bien vu, ma chère. Il semblerait que la prochaine pièce soit cachée dans un ancien atelier de tissage. » Lefebvre se pencha sur la carte de Lyon qu'ils avaient étalée sur la table. « Si ces coordonnées sont correctes, cela nous mène à un vieux bâtiment dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. C'était autrefois le cœur de l'industrie de la soie à Lyon. » Amélie sentit l'excitation monter en elle. Ils étaient sur une piste concrète, un pas de plus vers la reconstitution du mystère de l'homme de fer. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Amélie remarqua un homme au comportement suspect à l'extérieur du café. Il semblait les observer discrètement, feignant de lire un journal. « Je crois que nous sommes suivis, » murmura-t-elle, alertant ses compagnons. Élise jeta un coup d'œil discret. « C'est l'un d'eux. Un gardien. Nous devons nous séparer pour brouiller les pistes. » Lefebvre acquiesça. « Bonne idée. Amélie, tu connais bien ce quartier, n'est-ce pas ?» La jeune journaliste hocha la tête. « J'y ai grandi. Je connais chaque ruelle, chaque traboule. »« Parfait, » dit Élise. « Voilà ce que nous allons faire. Lefebvre et moi allons sortir en premier et attirer leur attention. Amélie, tu attendras quelques minutes puis tu te dirigeras vers l'atelier. Nous te rejoindrons là-bas dès que possible. » Le plan établi, ils se préparèrent à le mettre en œuvre. Élise prit Amélie à part un instant avant de partir. « Sois prudente, ma chère, » dit-elle, serrant la main de la jeune femme. « N'oublie pas que tu portes avec toi non seulement des objets précieux, mais aussi l'espoir de Lyon. Fais confiance à ton instinct et à ce que le cœur de l'homme de fer te dit. » Amélie acquiesça, touchée par la confiance que lui accordait la vieille dame. Elle regarda Élise et Lefebvre quitter le café, attirant immédiatement l'attention de l'homme suspect qui les suivit. Restée seule, Amélie prit une profonde inspiration. Elle pouvait sentir le cœur métallique battre doucement dans son sac, comme pour l'encourager. Après quelques minutes qui lui parurent une éternité, elle se leva et sortit du café. La nuit était tombée sur Lyon, transformant les rues familières en un labyrinthe d'ombre et de lumière. Amélie zigzaga à travers les ruelles étroites de la Croix-Rousse, montant et descendant les célèbres traboules, ces passages secrets typiques de Lyon. Elle utilisait toute sa connaissance du quartier pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Alors qu'elle s'approchait de l'adresse indiquée dans le journal, Amélie ralentit le pas, tous ses sens en alerte. Le bâtiment devant elle était ancien, sa façade usée par le temps témoignant de son passé industriel glorieux. Les fenêtres étaient sombres, mais Amélie avait l'impression que le bâtiment lui-même l'observait, gardien silencieux de secrets centenaires. Avec précaution, elle s'approcha de la porte d'entrée. À sa grande surprise, celle-ci s'ouvrit sans résistance. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, l'odeur de poussière et de vieux bois emplissant l'air. Amélie sortit sa lampe de poche, son faisceau révélant un vaste espace rempli de vieux métiers à tisser et de bobines de fil. L'atelier semblait figé dans le temps, comme si les ouvriers venaient juste de partir, laissant tout en plan. Elle avança lentement, ses pas résonnant dans le silence. Au fond de l'atelier, caché derrière un imposant métier à tisser, elle découvrit un coffre verrouillé. Son cœur s'accéléra. Était-ce là que se trouvait la prochaine pièce de l'homme de fer? Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Se retournant brusquement, elle vit une silhouette se détacher de l'ombre. « N'ayez pas peur, mademoiselle Dubois, » dit une voix familière. « Je suis là pour vous aider. » Amélie plissa les yeux, essayant de distinguer les traits de l'homme. Quand elle le reconnut enfin, son sang se glaça. « Monsieur Marchand, » dit-elle, incrédule. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Son rédacteur en chef fit un pas en avant, un sourire énigmatique aux lèvres. « Lyon a beaucoup de secrets, Amélie. Et je connais la plupart d'entre eux. » Amélie recula, serrant son sac contre elle, sentant le battement du cœur métallique s'accélérer. Elle réalisa soudain qu'elle était seule,
face à un homme qu'elle croyait connaître mais qui s'avérait être un parfait étranger. La nuit était loin d'être terminée, et le mystère de l'homme de fer semblait s'épaissir à chaque instant. Amélie savait qu'elle devait faire un choix, et vite. Faire confiance à son instinct ou écouter l'homme qui avait été son mentor? La réponse à cette question pourrait bien déterminer non seulement son sort, mais aussi celui de toute la ville de Lyon. La tension était palpable dans le vieil atelier de tissage. Amélie, le cœur battant, fixait Pierre Marchand, son rédacteur en chef, l'homme qu'elle avait toujours considéré comme un mentor. Mais à présent, dans la pénombre de ce lieu chargé d'histoire, il lui apparaissait comme un étranger, une menace potentielle. « Monsieur Marchand, » commença Amélie, sa voix trahissant un mélange de confusion et de méfiance, « comment saviez-vous que je serais ici? Et pourquoi êtes-vous impliqué dans tout ça ?» Marchand fit quelques pas dans l'atelier, ses yeux balayant les vieux métiers à tisser avec une familiarité troublante. « Amélie, dit-il d'une voix douce, presque paternelle. Tu as toujours été ma journaliste la plus prometteuse. Ta curiosité, ta ténacité. Ce sont des qualités que j'ai toujours admirées chez toi. Mais parfois, ces mêmes qualités peuvent nous mener sur des chemins dangereux. » Il s'arrêta, fixant Amélie d'un regard intense. « L'histoire de l'homme de fer n'est pas un simple article à la une, ma chère. C'est un secret qui a façonné l'histoire de Lyon pendant des siècles. Un secret que certains pensent devoir protéger à tout prix. » Amélie sentit le cœur métallique pulser dans son sac, comme pour l'avertir. Elle recula légèrement, maintenant une distance prudente entre elle et Marchand. « Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Un gardien du secret. » Un sourire triste se dessina sur le visage de Marchand. « Les choses ne sont pas toujours aussi simples, Amélie. Il y a des nuances de gris dans cette histoire que tu ne peux pas encore comprendre. » Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage supérieur. Des pas précipités se firent entendre, se rapprochant rapidement. « Il semblerait que nous ayons de la compagnie, » murmura Marchand, son expression passant de la bienveillance à l'inquiétude. Amélie, profitant de la distraction, se précipita vers le coffre qu'elle avait repéré plus tôt. Avec des gestes fébriles, elle sortit le médaillon que lui avait donné Élise et l'inséra dans une encoche du coffre. Il s'ouvrit dans un grincement, révélant son contenu, une jambe en métal finement ouvragée. La jambe de l'homme de fer, souffla-t-elle, émerveillée. Au moment où elle saisit la pièce, une vague d'énergie parcourut son corps. Des images défilèrent dans son esprit, des rues de Lyon qu'elle n'avait jamais vues, des visages d'une autre époque, et toujours, la silhouette imposante de l'homme de fer veillant sur la ville. « Amélie, attention !» cria Marchand. Elle se retourna juste à temps pour voir plusieurs hommes en noir faire irruption dans l'atelier. Leurs visages étaient dissimulés par des masques, mais leur intention était claire. Ils venaient pour les pièces de la statue. Sans réfléchir, Amélie plongea derrière un métier à tisser, esquivant de justesse un homme qui tentait de la saisir. Elle vit du coin de l'œil Marchand engager le combat avec deux autres assaillants, ses mouvements trahissant une expérience inattendue dans l'art du combat. « Fuis, Amélie !» cria-t-il entre deux coups. « Ne les laisse pas avoir les pièces. » Le cœur battant la chamade, Amélie se faufila entre les machines, cherchant désespérément une issue. Elle pouvait entendre les pas de ses poursuivants derrière elle, se rapprochant dangereusement. Soudain, une main agrippa son bras, la tirant brusquement sur le côté. Elle s'apprêtait à crier quand elle reconnut le visage d'Élise. « Par ici, vite !» chuchota la vieille dame, la guidant vers une trappe dissimulée sous un tapis poussiéreux. Sans hésiter, Amélie s'engouffra dans l'ouverture, suivie de près par Élise. Elles descendirent rapidement un escalier étroit et sombre, le bruit de la lutte au-dessus d'elle s'estompant progressivement. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Amélie, reprenant son souffle alors qu'elles arrivaient dans un tunnel faiblement éclairé. Élise sourit mystérieusement. « Les vieux secrets de Lyon, ma chère. Ces tunnels parcourent toute la ville. Lefebvre et moi les connaissons comme notre poche. » Elles avancèrent rapidement dans le dédale souterrain, guidées par la lueur vacillante d'une lampe à huile qu'Élise avait sortie de son sac. L'air était humide et chargé de l'odeur de la terre et du temps. « Où allons-nous » demanda Amélie, serrant contre elle son sac contenant les précieuses pièces de l'homme de fer. « Vers un endroit sûr, » répondit Élise. « Un lieu que même les gardiens du secret ne connaissent pas. » Après ce qui sembla être des heures de marche, elles émergèrent dans une petite cour intérieure, cachée au cœur du vieux Lyon. Les murs couverts de lierre et la fontaine murmurante au centre créaient une atmosphère paisible, en total contraste avec le chaos qu'elles venaient de fuir. Lefebvre les attendait, l'air soulagé de les voir saines et sauves. « Dieu merci, vous êtes là. »
J'ai cru que nous vous avions perdu. Amélie, épuisée mais déterminée, sortit la jambe métallique de son sac. Nous avons réussi. Nous avons maintenant 3 parties de l'homme de fer. Lefebvre examina la pièce avec admiration. C'est incroyable. Mais cela signifie aussi que le danger n'a jamais été aussi grand. Élise acquiesça gravement. Les gardiens vont redoubler d'efforts pour nous arrêter. Et ils ne sont pas les seuls à convoiter le pouvoir de l'homme de fer. Amélie fronça les sourcils, repensant à sa rencontre avec Marchand. Monsieur Marchand, il était là-bas. Il semblait en savoir beaucoup sur l'homme de fer, mais je n'arrive pas à déterminer de quel côté il est vraiment. Lefebvre et Élise échangèrent un regard lourd de sens. Pierre Marchand est un homme complexe, dit Lefebvre. Il a longtemps marché sur la ligne entre la vérité et le secret. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de lui faire confiance maintenant. Amélie sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle regarda les pièces de la statue qu'ils avaient rassemblées, le bras, le cœur, et maintenant la jambe. Chacune semblait vibrer d'une énergie propre, comme si elle cherchait à se réunir. « Que nous manque-t-il encore ?» demanda-t-elle. Élise sortit un vieux parchemin de sa poche. Selon les anciennes prophéties, il nous manque encore la tête et le torse. La tête contient l'esprit et la volonté de l'homme de fer, tandis que le torse renferme son âme. « Et où pourrions-nous les trouver ?» demanda Amélie, sentant l'excitation de la chasse au trésor monter en elle malgré le danger. Lefebvre pointa du doigt une inscription sur le parchemin. La prochaine pièce serait cachée dans les hauteurs de la ville. Là où les anges veillent sur Lyon. La basilique de Fourvière, s'exclama Amélie, comprenant soudain. Bien sûr, c'est l'un des points les plus élevés de Lyon. Élise hocha la tête, un sourire aux lèvres. Exactement. Mais y accéder ne sera pas facile. La basilique est l'un des lieux les plus surveillés de la ville, surtout maintenant que les gardiens sont en alerte. Un silence s'installa alors qu'ils réfléchissaient à leur prochain mouvement. La nuit était bien avancée, et la fatigue commençait à se faire sentir. Mais Amélie savait qu'ils n'avaient pas le luxe de se reposer. Chaque minute comptait. Nous devons y aller maintenant, dit-elle avec détermination. Profiter de l'obscurité pour nous infiltrer dans la basilique. Lefebvre semblait hésitant. C'est risqué, Amélie. Nous pourrions tomber dans un piège. Mais Élise approuva. Amélie a raison. Plus nous attendons, plus nos ennemis auront le temps de se préparer. Et n'oublions pas que l'homme de fer semble avoir choisi Amélie. Peut-être que sa présence nous ouvrira des portes que nous ne soupçonnons même pas. Amélie sentit une vague de chaleur l'envahir à ces mots. Elle n'avait pas demandé ce rôle, mais elle était prête à l'assumer pleinement. Très bien, dit Lefebvre, cédant finalement. Mais nous devons être extrêmement prudents. La moindre erreur pourrait nous coûter non seulement notre quête, mais aussi nos vies. Alors qu'ils se préparaient à partir, rassemblant leur équipement et élaborant un plan d'infiltration, Amélie ne put s'empêcher de jeter un regard vers le ciel étoilé au-dessus d'eux. Quelque part là-haut, dominant la ville, la basilique de Fourvière les attendait, gardienne silencieuse du prochain morceau du puzzle. La jeune journaliste sentit les pièces de l'homme de fer vibrer doucement dans son sac, comme impatiente de retrouver leur place. Elle savait que les prochaines heures seraient cruciales, non seulement pour leur quête, mais pour l'avenir même de Lyon. Avec un dernier regard vers Élise et Lefebvre, ses compagnons dans cette aventure improbable, Amélie prit une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive cette nuit, elle était prête à affronter son destin et à percer enfin le mystère de l'homme de fer. L'aube pointait à peine lorsqu'Amélie, Élise et Lefebvre atteignirent les hauteurs de la colline de Fourvière. La basilique, majestueuse, se dressait devant eux, ses tours jumelles s'élançant vers le ciel comme pour toucher les dernières étoiles. Le silence était presque palpable, brisé uniquement par le chant lointain des oiseaux qui s'éveillaient. Amélie sentit un frisson la parcourir, et pas seulement à cause de l'air frais du matin. Elle était sur le point de plonger plus profondément dans un mystère vieux de plus d'un siècle, un secret qui avait façonné l'histoire cachée de Lyon. Dans son sac, les pièces de l'homme de fer semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle sentait qu'elles se rapprochaient de leur destination finale. Par ici, chuchota Élise, les guidant vers un côté peu fréquenté de la basilique. Il y a une entrée secrète que seuls les initiés connaissent. Lefebvre sortit de sa poche une clé ancienne, similaire à celle qu'Amélie avait utilisée dans les archives. Avec des gestes précis, il l'inséra dans une fente presque invisible dans la pierre et tourna. Un clic discret se fit entendre, et une portion du mur pivota, révélant un passage étroit. « Soyez sur vos gardes » avertit Lefebvre alors qu'il s'engouffrait dans l'obscurité.
Les anciens gardiens ont placé des pièges pour protéger leurs secrets. Amélie sortit son téléphone pour éclairer leur chemin, mais Élise l'arrêta d'un geste. Pas de lumière moderne ici. Ça pourrait déclencher les mécanismes de défense. Elle leur tendit à chacun une bougie qu'elle alluma avec un briquet en argent ornementé. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs du tunnel, créant une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Amélie remarqua des symboles gravés dans la pierre, des motifs complexes qui semblaient presque vivants dans la lumière tremblotante. Ce sont des runes de protection, expliqua Élise, suivant le regard d'Amélie. Elles gardent les secrets de l'homme de fer depuis des générations. Ils avancèrent en silence, leurs pas résonnant faiblement sur le sol de pierre. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé de l'odeur de la terre et du temps. Amélie avait l'impression de descendre non seulement sous la basilique, mais aussi à travers les siècles. Soudain, le tunnel déboucha sur une vaste salle circulaire. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait ce qui semblait être le torse de l'homme de fer. La pièce était massive, finement ciselée, avec des symboles complexes gravés sur toute sa surface. C'est magnifique, souffla Amélie, s'approchant pour mieux voir les détails. Mais alors qu'elle tendait la main pour le toucher, Élise la retint brusquement. Attention! Regarde le sol. Amélie baissa les yeux et retint un cri de surprise. Le sol autour du piédestal était couvert de symboles étranges, luisant faiblement d'une lumière bleuâtre. Ce sont des runes de protection, expliqua Élise. Elles empêchent quiconque de s'approcher de la statue sans la clé appropriée. Amélie sortit le médaillon de sa poche. Vous pensez que ça pourrait marcher? Élise hocha la tête, hésitante. Probablement, mais sois prudente. Le pouvoir contenu dans ce torse est immense. Il renferme l'âme même de l'homme de fer. Prenant une profonde inspiration, Amélie fit un pas en avant, le médaillon tendu devant elle. Les symboles au sol s'illuminèrent d'une lueur plus intense, mais elle passa sans encombre. Arrivée devant le piédestal, elle tendit la main vers le torse métallique. Au moment où ses doigts effleurèrent le métal froid, une vague d'énergie la traversa, plus puissante que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'alors. Des images défilèrent dans son esprit à une vitesse vertigineuse, la construction de Lyon à travers les âges, les joies et les peines de ses habitants, les menaces qui avaient pesé sur la ville et la protection silencieuse de l'homme de fer. Amélie eut le souffle coupé par l'intensité de ses visions. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement un morceau de métal qu'elle tenait, mais l'essence même de Lyon, son histoire, son âme. Amélie. La voix d'Élise la ramena à la réalité. Il faut partir, vite. La jeune journaliste cligna des yeux, désorientée. Elle réalisa que des bruits de pas et des voix se faisaient entendre dans le tunnel. Les gardiens, murmura Lefebvre, le visage tendu. Ils nous ont retrouvés. Sans hésiter, Amélie saisit fermement le torse métallique et rejoignit ses compagnons. À peine avait-elle franchi le cercle de runes que celles-ci s'illuminèrent d'une lueur rouge menaçante. Vite, par ici. Élise les guida vers une autre sortie, dissimulée derrière une tapisserie ancienne. Ils s'engouffrèrent dans un nouveau passage, plus étroit et plus escarpé que le précédent. Le bruit de leurs poursuivants se rapprochait, mêlé à présent au grondement sourd de la terre qui tremblait. Que se passe-t-il, halta Amélie, serrant toujours le torse de l'homme de fer contre elle. Le système de défense s'est activé, expliqua Lefebvre entre deux respirations laborieuses. Toute la colline va bientôt s'effondrer sur elle-même pour protéger les secrets qu'elle renferme. Ils coururent comme ils n'avaient jamais couru, gravissant des marches taillées à même la roche, se faufilant dans des passages si étroits qu'ils devaient parfois ramper. Derrière eux, le bruit de l'effondrement se faisait de plus en plus fort. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils émergèrent à l'air libre, dans un petit jardin caché derrière la basilique. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant la ville en contrebas. Haletant, ils se retournèrent pour voir l'entrée du passage se refermer derrière eux, ne laissant aucune trace de son existence. Nous avons réussi, souffla Amélie, n'osant y croire. Élise posa une main sur son épaule. Ce n'est que le début, ma chère. Maintenant que nous avons le torse, les choses vont devenir encore plus dangereuses. Lefebvre acquiesça gravement. Il ne nous manque plus que la tête de l'homme de fer. Mais je crains que nos ennemis ne redoublent d'efforts pour nous arrêter. Amélie regarda le torse métallique qu'elle tenait toujours. À la lumière du jour, elle pouvait voir les détails complexes de sa fabrication, les symboles gravés dans le métal qui semblaient presque vivants. Que fait-on maintenant, demanda-t-elle, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules.
Élise sortit la vieille carte de lion de sa poche. Nous devons trouver la dernière pièce. Selon les indices laissés par mon grand-père, la tête se trouverait quelque part au cœur même de Lyon, là où la ville a commencé. Lefebvre fronça les sourcils. Le vieux Lyon. C'est un véritable labyrinthe de passages secrets et de bâtiments anciens. Ça ne va pas être facile. Amélie sentit une détermination nouvelle l'envahir. Nous y arriverons. Nous devons y arriver. Pour Lyon. Alors qu'il quittait discrètement le jardin pour se fondre dans les rues animées de la ville, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la basilique. Quelque part là-bas, les gardiens du secret émergeaient probablement des décombres, furieux et plus déterminés que jamais à les arrêter. La chasse à l'homme de fer entrait dans sa phase finale, et avec elle, une course contre la montre pour sauver Lyon d'un danger dont la ville ignorait même l'existence. Amélie savait que les prochaines heures seraient cruciales, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait, pour la vérité et pour sa ville bien-aimée. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville dans un manteau de mystère. Les ruelles étroites du vieux Lyon, d'ordinaire animées par les touristes et les locaux, étaient désormais silencieuses, à l'exception du murmure du vent qui s'engouffrait entre les bâtiments médiévaux. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire. Amélie, Élise et Lefebvre se faufilaient dans l'ombre, leurs pas résonnant faiblement sur les pavés usés par le temps. Ils avaient passé la journée à se cacher, à échapper aux gardiens du secret qui semblaient être partout. Maintenant, ils approchaient de leur destination finale, la cathédrale Saint-Jean, au cœur du vieux Lyon. C'est ici que tout a commencé, murmura Élise, ses yeux brillant d'une lueur de nostalgie et d'appréhension. C'est ici que la tête de l'homme de fer a été cachée il y a plus d'un siècle. Amélie sentit le poids des pièces de la statue dans son sac. Le bras, la jambe, le cœur et le torse semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme s'ils sentaient la proximité de leur partie manquante. Lefebvre scrutait les alentours, méfiant. Nous devons faire vite. Les gardiens ne tarderont pas à comprendre où nous sommes. Ils s'approchèrent de la cathédrale, ses imposantes tours se dressant vers le ciel étoilé. Amélie ne put s'empêcher d'être impressionnée par la beauté et la majesté du bâtiment, témoin silencieux de siècles d'histoire lyonnaise. Soudain, une voix familière les fit sursauter. « Je savais que vous viendriez ici. » Ils se retournèrent pour voir Pierre Marchand émerger de l'ombre d'une arche. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Amélie n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Marchand, dit Amélie, sa voix mêlant surprise et méfiance. Que faites-vous ici ? » Le rédacteur en chef s'avança lentement. « La même chose que vous, Amélie. Je cherche la vérité. Mais contrairement à vous, je sais ce qui est en jeu. » Avant qu'il ne puisse réagir, plusieurs silhouettes émergèrent des ruelles adjacentes, encerclant le groupe. Les gardiens du secret les avaient trouvés. « C'est terminé, dit l'un d'eux, s'avançant. Donnez-nous les pièces de la statue. Vous ne comprenez pas les forces avec lesquelles vous jouez. » Amélie sentit la panique monter en elle, mais aussi une détermination farouche. Elle avait parcouru un trop long chemin pour abandonner maintenant. Sans réfléchir, elle se précipita vers la porte de la cathédrale, Élise et Lefebvre sur ses talons. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit facilement, comme si elle les attendait. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur, refermant rapidement derrière eux. L'intérieur de la cathédrale était plongé dans une semi-obscurité, éclairé uniquement par la lueur tremblotante des bougies. L'atmosphère était chargée d'une énergie étrange, presque électrique. Là, s'exclama Élise, pointant du doigt l'autel. Sur celui-ci, brillant d'un éclat métallique, reposait la tête de l'homme de fer. Ses yeux vides semblaient les fixer, comme s'ils les avaient attendus pendant des siècles. Amélie s'approcha lentement, sortant les autres pièces de son sac. Au moment où elle les posa sur l'autel, à côté de la tête, un phénomène extraordinaire se produisit. Les pièces commencèrent à bouger d'elles-mêmes, s'assemblant comme par magie. En quelques instants, l'homme de fer se tenait devant eux, majestueux et intimidant. Un silence de plomb tomba sur la cathédrale, brisé soudainement par le bruit de la porte qui s'ouvrait avec fracas. Les gardiens du secret, menés par Marchand, firent irruption dans l'église. « Arrêtez !» cria Marchand. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Mais il était trop tard. Les yeux de l'homme de fer s'illuminèrent d'une lueur bleue intense. Sa voix, profonde et résonnante, emplit l'espace. « Je suis l'homme de fer, gardien de Lyon. Après des siècles de sommeil, je m'éveille enfin. » Amélie, fascinée et terrifiée à la fois, s'avança. « Que voulez-vous ?
L'homme de fer tourna son regard vers elle. Ce n'est pas ce que je veux qui importe, mais ce dont Lyon a besoin. La ville fait face à des menaces que vous ne pouvez imaginer. Des forces obscures cherchent à s'emparer de son âme. Marchand s'avança à son tour. C'est pour cela que nous avons gardé le secret pendant si longtemps. Pour protéger la ville de ses forces. L'homme de fer secoua la tête. Le temps du secret est révolu. Lyon a besoin de tous ses enfants pour faire face à ce qui vient. Gardiens, journalistes, citoyens, tous ont un rôle à jouer. Il se tourna vers Amélie. Tu as montré courage et détermination dans ta quête de vérité. C'est toi qui porteras mon message au peuple de Lyon. Amélie sentit le poids de cette responsabilité peser sur ses épaules, mais aussi une détermination nouvelle naître en elle. Elle comprenait maintenant que son rôle allait bien au-delà d'un simple article de journal. L'homme de fer leva les bras, et une onde d'énergie parcourut la cathédrale, faisant vibrer les vitraux. Le temps est venu pour Lyon de s'éveiller à sa vraie nature, à son héritage mystique. La bataille pour l'âme de la ville commence maintenant. À ces mots, le sol de la cathédrale commença à trembler. Des fissures apparurent, laissant échapper une lueur étrange. Amélie réalisa avec stupeur que ce n'était pas seulement la cathédrale qui s'éveillait, mais toute la ville de Lyon. Elle échangea un regard avec Élise, Lefebvre et même Marchand. Ils comprenaient tous que rien ne serait plus jamais comme avant. L'homme de fer était réveillé, et avec lui, les secrets millénaires de Lyon remontaient à la surface. La nuit était loin d'être terminée, et l'aube qui se lèverait sur Lyon marquerait le début d'une nouvelle ère pour la ville. Une ère où la magie et la réalité se mêleraient, où les citoyens ordinaires deviendraient les gardiens de secrets extraordinaires. Amélie prit une profonde inspiration, prête à affronter ce nouveau chapitre de l'histoire de sa ville. L'aventure ne faisait que commencer. Le soleil se levait sur Lyon, baignant la ville d'une lumière nouvelle et étrange. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean, une foule s'était rassemblée, les yeux rivés sur l'imposante statue de l'homme de fer qui se dressait désormais fièrement devant l'édifice. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'appréhension, comme si chacun sentait que le monde avait irrémédiablement changé au cours de la nuit. Amélie, Élise et Lefebvre se tenaient côte à côte, encore ébranlés par les événements de la nuit. Les gardiens du secret, leur mission accomplie et transformée, s'étaient dispersés dans la foule, prêts à veiller discrètement sur la statue et son secret nouvellement révélé. Le maire de Lyon, alerté par le tumulte nocturne et les phénomènes étranges qui avaient secoué la ville, s'avança vers le groupe. Mademoiselle Dubois, dit-il en s'adressant à Amélie, on me dit que vous êtes au cœur de cette situation inhabituelle. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement? Amélie prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. Elle sentit le poids du regard de l'homme de fer sur elle, l'encourageant silencieusement. Monsieur le maire, citoyen de Lyon, commença-t-elle d'une voix forte qui porta sur toute la place, l'histoire que je vais vous raconter va vous sembler incroyable. Mais je vous assure que chaque mot est vrai. Pendant l'heure qui suivit, Amélie raconta tout, la légende de l'homme de fer, le complot séculaire pour garder son existence secrète, le danger qui avait menacé non seulement Lyon, mais le monde entier. Elle parla de courage, de sacrifice et de l'importance de se souvenir de son histoire et de ses racines. Elle expliqua comment l'homme de fer était bien plus qu'une simple statue, mais un gardien magique lié à l'âme même de Lyon. Elle décrivit les forces obscures qui cherchaient à s'emparer de la ville et comment l'éveil de l'homme de fer était la première ligne de défense contre ces menaces. Lorsqu'elle eut terminé, un silence stupéfait plana sur la foule. Puis, lentement, des murmures s'élevèrent, gagnant en intensité. Des questions fusaient de toutes parts, mêlées d'exclamations d'incrédulité et d'émerveillement. Le maire, visiblement ébranlé mais s'efforçant de garder son calme, prit la parole. Mes chers concitoyens, il semble que nous ayons été les gardiens inconscients d'un secret extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère pour notre ville. Il se tourna vers l'homme de fer, dont les yeux brillaient d'une lueur bleue intense. Au nom de tous les Lyonnais, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, gardiens de Lyon. Puissiez-vous continuer à veiller sur notre cité comme vous l'avez fait pendant des siècles. La statue s'anima soudain, inclinant légèrement la tête en signe de reconnaissance. Un frisson parcourut la foule, mélange de peur et d'excitation. Lyon a toujours été une ville de mystère et de secrets, continua le maire. Aujourd'hui, nous embrassons pleinement cet héritage. Ensemble, citoyens et gardiens, nous ferons face aux défis qui nous attendent. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités et de changements. Lyon connut une transformation remarquable. Le tourisme explosa,
les gens venant du monde entier pour voir la statue vivante et ressentir l'énergie magique qui imprégnait désormais ouvertement la ville. Mais plus important encore, un nouvel esprit de communauté et de fierté s'installa parmi les habitants. Les Lyonnais, conscients désormais de l'héritage magique de leur ville, commencèrent à redécouvrir leur histoire sous un nouveau jour. Les vieilles légendes et les contes folkloriques prirent une nouvelle signification, et beaucoup se mirent à explorer les recoins cachés de la ville avec un regard neuf. Amélie, devenue une célébrité locale, continua à écrire, racontant l'histoire complète dans un livre qui devint rapidement un best-seller international. Son récit, mêlant journalisme d'investigation et chronique fantastique, captiva les lecteurs du monde entier, attirant encore plus l'attention sur Lyon et ses mystères. Élise, avec l'aide de Lefebvre, fonda un nouvel ordre de gardiens, dédié à la préservation de l'histoire et des secrets de Lyon. Contrairement à l'ancien ordre des gardiens du secret, ce nouveau groupe prônait la transparence et l'éducation, travaillant main dans la main avec les autorités et les citoyens pour protéger le patrimoine magique de la ville. Pierre Marchand, après une période de remise en question, rejoignit l'équipe d'Amélie au journal. Ensemble, ils créèrent une nouvelle rubrique dédiée aux phénomènes inexpliqués et à l'histoire occulte de Lyon, mêlant journalisme rigoureux et ouverture d'esprit face à l'extraordinaire. L'homme de fer, fidèle à sa promesse, veillait sur la ville jour et nuit. Sa présence, d'abord source d'émerveillement et de crainte, devint peu à peu une partie intégrante de la vie quotidienne des Lyonnais. Les enfants jouaient à ses pieds, les amoureux se donnaient rendez-vous sous son regard bienveillant, et les anciens venaient lui confier leurs soucis et leurs espoirs. Cependant, tout n'était pas rose dans cette nouvelle ère. Comme l'avait prédit l'homme de fer, des forces obscures, attirées par l'éveil magique de Lyon, commencèrent à se manifester. Des incidents étranges se produisaient parfois, des ombres qui bougeaient de façon anormale, des objets qui disparaissaient mystérieusement, des murmures inquiétants dans les vieilles ruelles la nuit. Amélie, Élise et leurs alliés se retrouvèrent souvent en première ligne pour faire face à ces menaces. Leurs aventures se poursuivirent, les menant dans les profondeurs oubliées de Lyon, à la découverte de nouveaux secrets et de dangers insoupçonnés. Un soir, alors qu'Amélie se promenait le long des quais de Saône, elle s'arrêta pour contempler la silhouette de l'homme de fer qui se détachait contre le ciel étoilé. Elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit fatidique où elle avait aperçu la statue bouger pour la première fois. « Qui aurait cru que ma curiosité de journaliste me mènerait si loin ?» murmura-t-elle pour elle-même. Comme en réponse à ses pensées, elle sentit une présence à ses côtés. L'homme de fer était là, silencieux et majestueux. « Tu as fait preuve d'un grand courage, Amélie, dit-il de sa voix profonde et métallique. Grâce à toi et à tes amis, Lyon a embrassé sa véritable nature. Mais n'oublie pas, le voyage ne fait que commencer. » Amélie hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles. « Je suis prête, dit-elle avec détermination. Quels que soient les défis qui nous attendent, nous les affronterons ensemble, pour Lyon. » L'homme de fer posa doucement sa main de métal sur l'épaule d'Amélie. « C'est cet esprit qui fera la différence. Lyon a toujours été une ville de lumière, même dans les heures les plus sombres. Tant que ses habitants garderont cette flamme allumée, rien ne pourra nous vaincre. » Alors qu'ils contemplaient ensemble la ville endormie, Amélie sentit une vague d'émotion la submerger. Lyon avait changé, elle avait changé, mais une chose était certaine, l'aventure ne faisait que commencer. Dans les rues en contrebas, les lumières de la ville scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. Chacune d'elles, pensa Amélie, représentait une histoire, un secret, un mystère à découvrir. Et elle serait là pour les révéler, une page à la fois. L'aube d'une nouvelle ère s'était levée sur Lyon, apportant avec elle des promesses d'aventure, de danger et de merveille. Amélie, sa plume à la main et l'homme de fer à ses côtés, était prête à écrire les prochains chapitres de cette histoire extraordinaire. Alors que la nuit cédait doucement la place à l'aurore, Amélie eut la certitude que, quoi que l'avenir réserve à Lyon, la ville et ses habitants seraient à la hauteur du défi. Car désormais, ils connaissaient la vérité, Lyon n'était pas seulement une ville, c'était un creuset de magie, de mystères et de possibilités infinies. Et quelque part, dans les ruelles du Vieux-Lyon, entre ombre et lumière, d'autres mystères n'attendaient que d'être découverts, promettant de nouvelles aventures pour Amélie et ses amis. Fin.